Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin dans votre émission Osez entreprendre. Après qu'ils se sont lancés dans la création de leur propre entreprise, ces chefs d'entreprise, ces entrepreneurs, partagent avec nous chaque semaine leur parcours, leur expérience, leur réussite à travers cette émission Osez entreprendre. Vous savez que cette émission décortique les mécanismes entrepreneuriaux pour enfermer les futurs créateurs d'entreprises, mais également les porteurs de projets désireux de se lancer dans l'aventure. Écoutez, j'ai avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Diritama. Donc, on parle de lui un peu partout sur les réseaux, mais en dehors de sa casquette de député, donc se cache un entrepreneur. Donc, il dirige sa société de sécurité qui s'appelle Jaguar. Bonjour Monsieur Tamar. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je pense que c'est une émission qu'on a préparée depuis longtemps. On a enfin l'occasion de le faire, donc je suis plutôt ravi de le faire. Eh ben moi également. Écoutez, tout d'abord, on va apprendre à vous connaître, donc pouvoir un petit peu parler un peu de votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre. Disons que j'ai un parcours plutôt atypique, puisque moi je viens d'un milieu aussi atypique qui est l'armée. J'étais officier des forces armées togolaises, formé à Saint-Cyr en France. J'ai quitté les forces armées togolaises en 2008. Et à partir de 2009, j'ai commencé à lancer un certain nombre d'entreprises. Donc, disons que peut-être que durant l'épisode, je ne parlerai pas que d'une entreprise. Durant l'émission, je parlerai peut-être pas que d'une entreprise, j'en parlerai de d'autres. Voilà. Donc, à partir de 2008, je commence à créer un certain nombre d'entreprises. J'ai eu une entreprise dans le domaine de la communication, une entreprise dans le domaine du solaire, une entreprise Jaguar Sécurité dans le domaine de la sécurité, une entreprise même dans le domaine du sondage. Donc j'ai fait pas mal d'entreprises, certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché. Et disons que l'une de celles qui est là encore jusqu'à ce jour, c'est donc Jaguar Security qui fournit des services dans le domaine de la sécurité, de la personne et des personnes et des biens, de la protection des personnes et des biens. Et puis voilà, bon maintenant le côté politique, on en parlera sans aucun souci de l'autre fois. Ah oui, on va y revenir de toute manière. Mais justement, vous avez dit tout à l'heure que vous avez créé d'autres entreprises qui n'ont pas marché. Mais c'est aussi le parcours d'un chef d'entreprise. Donc, comment vous avez su rebondir au fait pour maintenir à bien aujourd'hui celle-là? Je crois que d'abord, pour être entrepreneur, c'est d'abord un état d'esprit. Il n'y a pas d'entrepreneur qui n'a pas un état d'esprit. Et il faut avoir le courage de le dire, il n'y a pas entrepreneur qui veut. Quand vous avez l'état d'esprit qui va bien, ça veut dire que vous acceptez que l'échec est l'autre face de la médaille qu'on appelle succès. Il y a rarement dans le domaine de l'entrepreneuriat de succès qui ne s'accompagne pas d'échec. Je crois que moi, par exemple, pour parler de mon simple parcours, à un moment, j'ai eu envie d'être le maître de mon destin. De pouvoir dire, ok, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux pas faire, alors que vous pensez bien que dans l'armée, je pourrais pas être maître de mon destin. Oui. Et donc, du coup, quand on est dans cet état d'esprit, de vouloir être vraiment maître de ton destin, de ciseler en réalité la statue qu'on veut pour soi, et là, on rentre dans le domaine vraiment de l'entrepreneuriat. Et moi, je crois qu'au départ, quand vous voulez vous lancer dans l'entreprise, moi, mon premier établissement s'appelait établissement Mofi. On voulait faire à l'époque quelque chose qui marche maintenant plutôt bien qu'à l'époque qui marchait pas. C'est le service à la personne. C'est-à-dire,
faire pour autrui des choses, des courses que les gens n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de faire, que ce soit des courses administratives, que ce soit des courses au marché, au supermarché, que ce soit le repassage, ainsi de suite. Donc conciergerie, quoi. Voilà, une sorte de conciergerie moderne. Ça n'a pas marché parce que je pense qu'à l'époque c'était pas le bon moment. Et après j'ai créé aussi une agence de communication qui faisait tout ce que les gens font aussi aujourd'hui, les étrennes, les cartes de visite et tout ça. Ça a plus ou moins marché jusqu'à ce que je rebondisse sur la sécurité parce que là quand c'est un domaine que je connaissais, j'ai été formé dans ça, ainsi de suite. Donc l'idée d'abord c'est il faut avoir envie d'avoir son indépendance. Si on n'a pas cette envie là, si vous n'êtes pas animé de cette envie d'être indépendant, c'est extrêmement rare de rentrer dans l'entrepreneuriat parce que l'échec en réalité n'est qu'une étape, à mon sens. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en créant vos sociétés, par exemple? À l'époque, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait faire le tour de tous les services. Il fallait aller au CFE pour déposer pour remplir le formulaire, après passer par les impôts, passer par le ministère du Commerce. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Donc, la première difficulté était d'abord les démarches administratives. Après, entre l'idée qu'on a sur papier et la réalité, c'est difficile. La première difficulté, c'est d'abord maîtriser ce que vous faites. Par exemple, je vais prendre plutôt même l'agent de communication qui a plus ou moins marché. Je l'ai laissé parce que je voulais faire autre chose. Mais il faut que vous ayez une maîtrise technique, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire comme créa, donc soit aller recruter un graphiste, ainsi de suite. Mais c'est la difficulté la moins grande. Parce que si vous êtes prêt à payer les gens, il n'y a pas de problème. Le plus gros problème, c'est les marchés. Parce que les marchés, voilà, il faut les trouver. Il faut les trouver, surtout pour quelqu'un qui vient de quitter l'armée, qui devait passer capitaine, qui avait un certain niveau social. Vous savez, que ce soit à Lomé ou ailleurs dans ce pays, si vous êtes dans votre bureau, on vous dit un capitaine ou bien un lieutenant veut vous voir, vous le recevez en même temps. Parce que vous ne savez pas pourquoi il veut vous voir. Mais quand vous arrivez, c'est-à-dire que vous prenez peut-être la même personne, il y a de cela 2 semaines, vous aurez voulu le rencontrer. Et vous aurez su tout de suite parce que le lieutenant ou capitaine, 2 semaines plus tard, vous demandez à le rencontrer, on dit c'est qui? On dit c'est telle entreprise. Il regarde, il dit non, ça m'intéresse pas, ou bien il vous donne rendez-vous, vous attendez 3 heures, il vient, il dit écoutez, j'ai pas le temps. Donc le marché est le plus compliqué. Vous arrivez, vous dites oui, d'accord, mes services, je les donne à qui? Quel est le plan marketing? Parce que quand vous êtes jeune entrepreneur, vous n'avez pas forcément toutes ces connaissances et vous n'avez pas les ressources pour aller recruter un marketeur, aller recruter un responsable en communication, ainsi de suite. Donc la plus grande difficulté, c'est de trouver les clients. Et c'est pas évident du tout. Bien entendu, les méthodes que nous faisions à l'époque, c'est envoyer des courriers, mais avec le temps, j'ai compris que les courriers, parfois, ne franchissaient pas le palier de la secrétaire. Ça n'est pas à bon port, hein. Du tout. Voilà. Non, la première difficulté, quand même, c'est la clientèle. C'est ça. Et justement, beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Pensez-vous qu'ils sont prêts? On n'est jamais prêt. Pour être honnête, on n'est jamais prêt à en voir personnellement. Parce que d'une part, une bonne partie de la formation qu'on donne de nos écoles est complètement en déphasage avec la réalité. C'est-à-dire que j'ai recruté avec le temps des gens qui viennent pour te dire, moi j'ai BTS, commerce et force vente. Ils te font sortir les courriers stéréotypés, standardisés. Mais vous vous rendez compte entre ce qu'ils vous proposent et la réalité du terrain que vous avez de façon empirique, parce que là vous vous formez sur le tas. Donc oui, non, personne n'est jamais prêt. Personne n'est jamais prêt parce que notre milieu d'abord, vous savez, l'économie togolaise, c'est 90% de marché informel. Donc le marché formel, c'est eux qui reçoivent le matraquage de nos courriers tout le temps. Oui. Aujourd'hui, il est plus important de proposer un plan de marketing peut-être à un Aladji qui a sa boutique, mais qui brasse des milliards. Qui n'a même pas, parfois, même là, il vous déclare même juste un petit établissement. Oui, c'est ça. Mais il brasse des milliards. Il est plus intéressant d'aller voir cette personne-là lui proposer quelque chose. Peut-être ça l'intéressera pas, mais il sera content de voir son nom à la télévision. Il va dire, ouais, pourquoi pas. Que d'aller voir Move, Brasserie, Togo Télécom, parce que c'est eux qui prennent la plupart des propositions commerciales. Donc on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'on ne connaît pas le marché. On ne connaît pas en réalité notre cible. On ne sait pas ce que les gens veulent. Parce que nous, on ne prend pas avec le côté standard des choses qu'on apprend dans les écoles. Alors que sur le terrain, ce que les gens veulent, c'est parfois aux antipodes même de ce qu'on pense. Non, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt. Et à partir du moment où nous avons un milieu économique qui est dominé majoritairement par le secteur informel, le secteur formel est matraqué et au bout d'un certain temps, il ne nous offre plus rien. Donc non, je ne pense pas que les gens soient prêts. Il faut passer par hypothèse numéro 1, aller faire les stages ou bien les formations dans des entreprises qui existent. Mais là, on tombe face à un problème. Les jeunes maintenant veulent des stages payants. Et les entrepreneurs disent, mais pourquoi moi ils donneraient un stage payant alors que je n'ai pas besoin de former les gens?
Ben, si j'en ai pas besoin, pourquoi donner un stage payant? Donc, il faut aller sur le terrain, se former de façon empirique, ou bien monter sa boîte en sachant que ça va faire 1 année ou 2 années où on va galérer un peu. Mais on va prendre sur le terrain. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai galéré au moins 3 mois avant 3 ans, de 2008, donc 2009 j'ai commencé à vraiment prendre mon essor et avoir de bons marchés juteux et tout ça, la capacité de 2011. Donc j'ai galéré 2 ans. Moi, j'aimerais bien rebondir sur les stagiaires, mais il y a des entreprises quand les jeunes viennent faire leur stage, ils apprennent et puis ils travaillent. Oui. Mais à partir de, moi je sais que à Paris, parce que bon, j'ai travaillé quand même à Paris, j'ai vu un peu, j'en ai recruté des stagiaires, mais je sais que là-bas, à partir de 3 mois, il faut payer un stagiaire. Mais là, un jeune qui vient travailler, donc il y a le transport, il faut manger le midi, il y a tout ça, mais rémunérer un stagiaire, peut-être pas, enfin, je sais que la loi, à partir de 3 mois, tu es obligé de payer un stagiaire. Mais des gens, ils peuvent pas venir travailler gratuitement comme ça. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que une entreprise qui a besoin de ressources va demander des stagiaires. Et même aujourd'hui, la loi même dit que, en fait, le stagiaire est rémunéré à un certain niveau. Une entreprise qui en a besoin va chercher des stagiaires. Je suis chef d'entreprise. Je n'ai pas besoin de stagiaires parce que au point où je suis, par exemple, je suis dans le domaine de la sécurité. J'ai un secrétariat, j'ai un personnel peut-être de 4 personnes qui sont dans ma direction. Je n'ai pas besoin de plus. Mais il y a des gens qui ont envie d'apprendre sur l'État. Parce que comme je le dis, la formation qu'on a sur à l'école, dans n'importe quelle école, est souvent tellement théorique qu'elle ne suffit pas. Donc, du coup, moi, si chef d'entreprise, je n'ai pas besoin de stagiaires. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une formation sur le tas. Oui. Donc, hypothèse numéro 1, je dis, écoutez, je peux, parce que quand vous prenez un stagiaire, attention, vous ne le prenez pas, vous le mettez dans un grenier. Ah non, c'est une table. C'est un bureau, c'est un ordinateur. Donc déjà, il y a des charges supplémentaires qui se mettent en place. Donc maintenant, c'est très simple. Je dis, écoutez, moi, je veux bien vous donner une formation sur l'État pour que vous appreniez. Mais du moment où ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin, à hypothèse numéro 1, vous venez, vous le faites. Et je vous donne 3 mois, après les 3 mois, au revoir. Et vous allez asseoir votre expérience quelque part. Ou bien, je ne veux pas... Bon, ce que je dis pour les jeunes qui nous écoutent, c'est que beaucoup d'entreprises sont parfois au summum de leurs besoins en ressources. Et donc, ouvrir leur bureau à des stages, c'est de dire je fais du social. Et ce social-là ne peut pas s'accompagner automatiquement d'une augmentation de la charge salariale. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand j'en ai besoin, je prends. Mais si je n'en ai pas besoin que je fasse de l'œuvre sociale, la personne ne va pas dire que je vais faire de l'œuvre sociale. Je prends des gens pour qu'ils aient une formation sur le terrain, mais il faut absolument que je les paye. Moi, je dis souvent, et puis je connais beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des boulots à plein temps en ayant fait le sacrifice de faire des stages gratuits, mais la gratuité n'est pas entière puisque la personne vient se former sur le tas. Et imaginez que dans les écoles de BTS, les gens payent très cher. Pour aller être formés et ont une formation empirique. Maintenant, si en de cela tu dis, écoutez, j'aimerais avoir une formation même, une formation théorique plutôt, j'aimerais avoir une formation empirique sur le terrain, et quand une société accepte de vous le faire, il vaut mieux considérer à se dire que je continue ma formation que de dire, ah oui, mais quand vous... En gros, c'est une chance, quoi. Voilà, quoi. Après, ça prend à laisser. Oui. Moi, je préfère de loin. Quand le chef d'entreprise me dit, ouais, je préfère, je vais vous donner un stage, quitte à aller acheter un vélo et venir tous les matins pour faire mon stage et manger placali ou bien c'est pas quoi à midi, que de dire, écoutez, mais il faut absolument me payer. Il y a de moins en moins d'employeurs qui sont prêts à payer du moment où ça correspond pas à un besoin spécifique de leur entreprise. Que faut-il faire pour réussir dans l'entrepreneuriat, selon vous? Non, je pense qu'il y a 2 axes qu'il faut prendre. Il y a l'entrepreneuriat en tant qu'auto-emploi. C'est moi qui crée mon entreprise. Et il y a l'entrepreneuriat en tant que boulot, parce que je rentre dans une entreprise. Là, on va parler donc plutôt en tant qu'entrepreneur auto-emploi, c'est-à-dire que j'ai créé mon entreprise, oui. Bon, maintenant, pour moi, il y a plusieurs qualités, mais la première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord l'état d'esprit. Si vous avez peur de l'échec, il ne faut pas aller en entrepreneur. Si vous n'êtes pas prêt à travailler 16h, 17h, 18h par jour, il ne faut pas faire de l'entrepreneuriat. Si vous avez honte, parce que vous savez, vous rentrez, vous, en tant que chef d'entreprise, dans un bureau, vous voulez présenter votre produit, et la personne dit, sortez de mon bureau, votre affaire là, c'est nul, tout ça. Si avec ça, vous avez honte et vous ne retournez plus chez quelqu'un d'autre, changez de métier. Ah oui.
Bon, persévérance. Voilà, donc persévérance. Et puis beaucoup plus aussi l'humilité. Vous savez, moi j'ai vu tellement de jeunes entreprises, ils commencent, il a un petit financement, 1 million, il va y prendre un grand bureau, il met des fauteuils bourrés. C'est-à-dire qu'à la fin, les 1 million sont finis alors qu'ils n'ont pas encore commencé à produire une seule carte de visite. Donc l'humilité. Et puis à mon sens, il faut avoir l'écoute du marché. Vous ne pouvez pas créer une entreprise si vous n'avez pas l'écoute du marché. Si vous ne restez pas, par exemple, vous voulez créer une entreprise dans votre quartier, regardez dans le quartier qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui manque aux gens. Parce que parfois vous levez, vous dites, bon écoutez, je vais lancer un truc de vente de téléphones portables parce que j'ai vu quelqu'un dans l'autre quartier, il vend les téléphones portables, ça marche. Mais parfois, attention, il y a peut-être 3 personnes qui font déjà des téléphones portables dans le quartier. Vous n'avez pas écouté votre marché, vous n'avez pas étudié votre terrain, vous lancez dedans et puis vous échouez. Et puis après, je pense aussi qu'il faut qu'on le dise, il faut une petite dose de chance. Oui. Une toute petite dose. Et ça, c'est le bon Dieu qui le fait. Mais j'ai l'impression que le bon Dieu aide ceux qui veulent bien s'aider. Ah oui, ça, le bon Dieu, il n'est pas toujours là tout le temps. Hein. Voilà. Il n'est pas toujours là tout le temps. Et quel est votre regard, vous, sur l'acte d'entreprendre? Là, donc pour moi, je dis l'argent est l'autre nom de la liberté. Et pour avoir l'argent, c'est l'entreprise. Je ne connais pas des gens, en dehors des ministres, qui ont des moyens particuliers, je le dis à haute voix, à voix basse pour que mais il n'y a pas de richards, de personnes riches qui ne soient passées par l'entrepreneuriat. Dans le monde entier, vous ne trouvez pas en dehors des gens qui ont les puits de pétrole. Ça, c'est différent. Mais les plus grands milliardaires du monde, c'est des entrepreneurs entiers. Donc, pour moi, je pense que vous voulez vous réaliser, vous voulez créer la richesse, même à l'échelle nationale. Pour créer la richesse, c'est uniquement par l'entrepreneuriat privé. Je vous rappelle que la fonction publique aujourd'hui, c'est autour de 45 000 personnes sur 7 millions. C'est rien du tout. C'est rien du tout. 45 000 pour 7 millions, c'est rien. Je parle même pas de 100 000. La fonction publique aujourd'hui au Togo, c'est 47 000. 45 000, donc c'est rien. Donc, la seule voie qui reste pour tous les jeunes qui nous écoutent, c'est l'entrepreneuriat. Soit vous décidez d'aller trouver une place dans une entreprise existante, avec tous les aléas, mais ne comptez pas non plus être riche en travaillant sur quelqu'un. Ça. La personne se fera sa richesse à elle, mais elle ne va pas faire vous votre richesse. Maintenant, ceux qui veulent vraiment, pour moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la voie moyenne, la voie réelle pour se réaliser, pour vivre ses rêves, même si maintenant, à la fin de chaque mois, vous avez beaucoup de sueur froide, parce que les charges sont là, les charges salariales, les charges locatives et tout ça. Mais c'est la meilleure voie pour se réaliser dans la vie. Au Togo, ici, j'ai remarqué que la plupart des gros entrepreneurs n'osent pas trop se montrer. Enfin, ceux qui ont percé, quoi. Ils n'osent pas trop s'aventurer quand on leur pose la question. Ah non, je veux pas. Pourquoi? Il y a, à mon sens, pour 2 raisons principales. C'est que, d'abord, vous avez la grande faucheuse qu'on appelle l'impôt. Les gens n'aiment pas trop Dieu. Écoutez, voilà, ailleurs, les gens disent, ouais, moi, je suis milliardaire. Ici, c'est rare parce que, si vous dites que vous êtes milliardaire, ça veut dire qu'on va ouvrir tous les yeux sur vous. Et vous allez vous faire assez rapidement auditer, même si vous n'avez rien à cacher. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'on a un peu hérité du système français où les gens ne mettent pas tant que ça l'argent devant. Le système anglophone est différent. Quand vous avez l'argent, vous montrez que vous avez l'argent. Le système francophone, parfois, c'est un peu mal vu d'exposer sa richesse. Même si ça commence à changer, c'est quand même un système francophone qui est là. Et puis, pour terminer terre à terre, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a nous avons des croyances qui font que si vous montrez ce que vous en avez, les gens vont finir avec vous, comme on le dit. Donc du coup, le dicton qui dit pour vivre heureux, vivons cachés a tout son sens dans notre pays où les préjugés font que les gens disent écoutez, si vous montrez trop, ou bien on vous rappelle toujours que vous avez vu telle personne là, quand elle a commencé à montrer son argent là, elle a fini comment? Il a fait accident alors que peut-être qu'il avait bu avant. Mais ça c'est la légende qui raconte ça. Voilà, donc du coup oui, mais c'est ça quand même tout son sens parce que une bonne partie de gens qui ont percé et qui ont peut-être parfois mal fini parce qu'il faut bien mourir un jour ou l'autre, on prend ça en exemple en disant il vaut mieux ne pas montrer. Moi je connais des gens qui sont milliardaires ici, quand vous voyez leur voiture, ils ont une très bonne voiture dans le garage. Ils sortent entre minuit et 1h du matin. Ils font le truc bien garé, mais ils n'osent pas la montrer. Ils vivent parfois par procuration ou bien c'est quand ils partent en vacances et ils se font plaisir, mais ici, ils rasent le mur. C'est vraiment dommage. C'est dommage, parce que il n'y a pas de référent. Vous n'aurez pas, par exemple, une émission comme ça, les vrais, moi, c'est parce que je n'ai pas l'argent que ici, là. Si je n'avais, je ne serais pas venu. Il serait caché. Les grandes fortunes n'aiment pas se montrer. Oui, c'est dommage.
C'est dommage. Et justement, on va parler politique un peu. Oula. Donc, en tant que député, dites-moi, quelle réglementation a été mise en place pour aider les jeunes à entreprendre? Non, aujourd'hui, vous savez, il y a tout un tas de lois ou bien de dispositifs. Le premier que je trouve intéressant, c'est accorder 25% des marchés publics aux jeunes et aux femmes. Je trouve que bon, c'est bien. L'année dernière, il y a 2 ans, le chef d'État est venu nous dire que, en fait, sur les 20 à 25%, les jeunes avaient pris à peine 5%. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est vrai que il faut reconnaître que parfois c'est contraignant. Mais c'est une bonne disposition. C'est que ça permet quand même de réserver aux jeunes une part importante des marchés publics. C'est une bonne disposition. Et puis après, aujourd'hui, vous avez plein de projets qui sont des projets plus ou moins gouvernementaux, le FAEJ, le PAEJ, le PNPE qui est en double financement, la NPGF. Sur le fond, on peut peut-être parfois dire oui, les montants ne sont pas toujours très importants en fonction du secteur, mais au même moment, il y a l'avantage de l'existence de ces projets. Parfois, on regrette aussi que vous rencontrez un jeune qui vous dit ouais, mais moi je veux entreprendre. Mais est-ce que vous êtes allé exposer votre projet à la NPGF? Oh, les gens là, ils donnent même pas l'argent. Hein. Est-ce que vous êtes allé déposer votre projet à la au PNPR? Oh, les gens là, ils vont me voler mon projet. Donc en réalité, c'est que vous créez que vous n'avez pas de trucs. Mais au moins, allez, moi je dis ça coûte rien de tenter. Donc il y a ça. Maintenant, le gros problème que nous avons dans notre pays, c'est l'accès aux banques. Nous avons au Togo plus des banques de dépôt que des banques d'investissement. Quand un jeune va avec un projet de 10 millions, on lui dit, amène une garantie. S'il avait la garantie, là, il la prend pour faire son projet. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un problème, mais c'est des banques privées et on ne peut pas les contraindre. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que c'est pour pallier à ça qu'on a créé le MIFA, qui a ses avantages, même si là aussi les financements sont un peu contraignants. Mais oui, il y a un certain nombre quand même de dispositions, de projets qui existent. Moi, je dis aux jeunes, ne soyez pas toujours dans la négativité en disant ouais, ça marche pas, allez-y. Et puis si ça marche, ça n'a pas marché, je le dis encore. L'échec est le revers du succès. Si vous n'échouez pas, c'est rare de réussir. Il faut échouer, tirer des leçons. Et puis sur le fond, c'est quoi? Chaque fois qu'on entreprend, soit on réussit, soit on apprend. En réalité, on n'échoue jamais. Voilà, donc ça va rebondir. Voilà, on rebondit, on apprend. Moi, une fois, je vous donne raconte une anecdote. J'ai envoyé mon assistant pour aller me créer une entreprise, un établissement au CFE. Et on me répond que non, je peux plus créer d'établissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que le quota c'est de 7 à 7 ou 9 établissements que chacun peut créer. Moi, j'ai dépassé le nombre. Et donc, sur les 7 peut-être que j'ai créé, il y en a peut-être 4 qui ont échoué, il y en a 3 qui ont réussi. Et voilà. Donc, chaque échec est une leçon et j'utilise cette leçon-là pour rebondir. Pour rebondir, exactement. Et pensez-vous qu'il y a encore à faire pour aider pour pousser ou aider ces jeunes à... Là où vous n'avez pas de politicien, vous savez, depuis maintenant 3 ou 4 mois, j'ai initié des rencontres où je rencontre tous les mercredis une dizaine, parfois une quinzaine de personnes, vraiment de façon indiscriminée. Hein. Et ce que j'ai réalisé depuis que je rencontre ces personnes, c'est qu'il y a un gros problème d'orientation et de conseil. C'est-à-dire que parfois les gens ont les financements, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Et malheureusement, dans beaucoup de projets dont j'ai cité, les consultants qu'on prend n'ont pas d'expérience terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un se lève pour aller dire, écoutez, moi je fais 1000 poulets de chair. Mais on lui donne un financement de 5 millions. Avec 5 millions, on ne ferait jamais 1000 poulets de chair. Et donc, il faut que les gens qui sont derrière aient une expérience terrain pour dire non, écoutez, moi je l'ai déjà fait ou bien j'ai une expérience dans le domaine. Le financement qu'on veut donner à telle personne, il ne pourra pas. Les étapes qu'ils veulent mettre en place, s'ils n'orientent pas, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, ce que j'ai réalisé, c'est que le vrai problème, c'est les conseils. Il y a toutes ces personnes-là, tous les jeunes, même les jeunes qui veulent lancer en entrepreneuriat, la grosse difficulté qu'ils ont, c'est des conseils. Je vous donne une dernière anecdote. J'ai des jeunes qui sont venus chez moi, ils voulaient lancer une ligne de vêtements. Bien, super. Pourquoi vous voulez lancer les lignes de vêtements? C'est pour aider la population, les aveugles. Mais qu'est-ce que vous avez à vouloir aider les aveugles en laissant votre ligne de vêtements? Lancez votre ligne de vêtements, devenez une grande marque. Voilà. Et quand vous serez bien installé, là, vous allez pouvoir aider. Mais si vous prenez le peu de bénéfices que vous faites pour aller dire que vous allez aider, votre affaire ne va jamais évoluer. Donc, parfois, c'est juste un ou deux conseils. Les gens, je regarde l'expérience et les gens sortent de chez moi en disant, waouh, mais bon, en plus, comme je l'ai dit, c'est le produit de mes échecs qui me donne cette expérience, pas plus. Bon, moi, vous leur apportez vous leur parlez de ces expériences-là et ça leur permet aussi de mieux mûrir un peu leurs idées. Voilà, c'est le conseil aujourd'hui qu'il faut. Beaucoup de jeunes ont de bonnes idées, mais il faut les aiguiller au fur et à mesure parce que beaucoup de jeunes ne se laissent pas abattre, ils se battent.
Ah oui, il faut. Hein. Et des projets à venir, Monsieur Tama? Oui, là, je suis en train de lancer la Maison des Paysans. C'est un projet que j'avais lancé qui n'a pas bien fonctionné. Je le relance là. Donc, ça va être fait. Le principe, c'est de lancer ça le 28 avril de ce mois. Donc là, on a commencé à monter les choses. La Maison des Paysans, en fait, l'idée, c'est d'avoir une vitrine des produits transformés dans le domaine alimentaire au Togo. Donc, tout ce qui est produit transformé, que ce soit des boissons, des denrées alimentaires, ainsi de suite. Donc, c'est d'avoir ça et puis d'avoir un petit espace de consommation de ces produits-là, y compris les produits caramés, les poulets bicyclettes, comme on le dit, les produits de mer. J'ai 2 pirogues qui nous ramènent pas mal de poissons. Et puis là, je monte une fondation, la fondation Jerry Tama, parce que je veux vraiment aller plus loin dans les conseils que je donne avec les jeunes. Pour le moment, je le fais de façon un peu désordonnée. Je veux l'organiser, je veux pouvoir avoir un bureau qui accompagne réellement en termes de conseils les porteurs de projets et une autre équipe qui fait la promotion des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font du bon. À la limite, on vous enverra des gens dans cette émission. Ah oui, complètement. Il y a beaucoup de personnes qui font du bien, mais qui sont pas suffisamment valorisées. Donc, pouvoir les valoriser. Et puis après, sur ce projet-là, je suis un afro-optimiste. Je pense que l'Afrique a des choses à montrer au monde. Et je lutte contre cette image complètement dégradée qu'on donne de l'Afrique. On a l'impression que quand quelque chose est mauvais, ça vient de l'Afrique. Il n'y a absolument rien qui vient de bien de l'Afrique. Donc, j'ai envie de monter notre facette. C'est vrai que c'est pas facile, les jours sont difficiles, mais on doit pouvoir avoir une meilleure idée. Il faut avancer, il faut continuer à avancer. Formidable en Afrique, il faut les mettre en valeur. C'est ça. Je vous encourage. Hein. Merci beaucoup. Écoutez, le temps est vraiment court, hein, donc là, je tiens vraiment à vous remercier, hein, parce qu'on a préparé cette émission, mais au moins, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et un grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et puis j'espère que nous, on pourra aussi s'associer à votre projet. Hein. L'émission est là pour ça. D'accord. Un grand merci à vous. Voilà, hein, Oser entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et un grand merci à Antoine à la réalisation, à Faustin, à Cathy, à First Digital Impact, à notre partenaire média L'éveil de la Nation. J'embrasse ma famille. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Bye bye. Oser entreprendre. Oser entreprendre.